Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Ce sont en général des expressions françaises que nous utilisons quotidiennement et ce peu importe le registre de langue, courant, familier ou soutenu, des expressions françaises qui a tendance parfois à choquer certaines personnes. Faut-il alors les bannir? Élément de réponse en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons nous essayer à l'écriture, à préparer un discours. Votre discours a été bon ou n'a pas été bon du tout? C'est en général les retours que nous avons du public. Comment rédiger et préparer un excellent et bon discours? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Nathan. Nathan, vous êtes étudiant en management des affaires, un habitué évidemment du plateau Génération News. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de médias. Merci Régis. Nous remercions également Santa. Vous êtes diplômé en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis, c'est un plaisir d'être là. Et nous terminons avec Alioune. Alioune, vous êtes docteur, spécialiste en littérature française. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Les amis, nous allons parler de ces expressions françaises qui ont tendance à beaucoup déranger, qui choquent beaucoup de personnes. Évidemment, des expressions françaises qu'on a facilement résumées avec un courant français qu'on appelle évidemment la litote. Quelle appréciation faites-vous de ces litotes, ces expressions françaises qui dérangent, docteur Alioune? Bon, il faut d'abord dire que la langue française, c'est une langue qui a connu une origine et une évolution. C'est une langue romane, donc naturellement, dans la langue, parfois, on retrouve des clichés qui renvoient à la langue latine. Et peut-être que c'est ce qui fait que parfois, dans certaines expressions, on retrouve des mots ou bien, disons, des tournures dont la signification renvoie directement à l'origine latine. Bon, je peux citer plusieurs exemples, mais je vais juste commencer par là en attendant. D'accord. Voilà, et après, maintenant, on va voir les expressions qu'on peut citer et les expliquer, histoire de situer le problème. D'accord. En parlant d'expression, nous on en connaît quelques-unes aussi. On va sans hésiter les citer. Évidemment, Nathan. Alors il y a des expressions qui dérangent beaucoup, et c'est le principe de la litote. C'est-à-dire, en fait, quand on balance une litote, c'est le contraire de ce qu'on veut dire. Évidemment. Alors il y a une expression française qu'on utilise couramment. C'est évidemment, c'est tout le mal que je te souhaite. On a l'impression que cette phrase, si jamais on reste concentré sur ça, on a l'impression que c'est concrètement c'est le mal qu'on souhaite à une personne. Or, c'est tout le contraire. Pourquoi cette expression, elle dérange, Nathan? Je pense que c'est surtout un problème de culture. Simplement, les personnes ne sont pas assez cultivées sur la question. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la litote sert à exprimer le contraire de ce que l'on pense. Va, je ne te hais point, ça ne veut pas dire que je te déteste, ça veut dire simplement que je t'aime, je t'affectionne, et aussi à un but de diminuer ou d'atténuer l'impact du mot. Donc, c'est tout le mal que je te souhaite. Le principe, ce n'est pas de prendre ça à tout le mal, mais prendre le fait que je te souhaite, c'est-à-dire le pire pour toi, ce serait de réussir. C'est ça la signification du mot. Ça veut dire que le pire que je te souhaite, c'est de réussir. Voilà pourquoi on dit c'est tout le mal que je te souhaite. Oui, on a d'autres expressions. On a ne ménager aucun effort. On a l'impression que si vous dites ça à quelqu'un, Santa, ne ménager aucun effort, parce que la personne n'a fourni aucun effort. Or, c'est le contraire, évidemment. Tout à fait. Or, c'est le contraire. C'est comme l'a dit Nathan. La litote est là pour nous permettre en fait de dire tout le contraire de ce que l'on voudrait ne pas dire quelque part. Donc des expressions comme va, je ne te hais point, la salle a refusé du monde, c'est tout le mal que je te souhaite. Tu n'as ménagé aucun effort. C'est simplement quelquefois pour soit apprécier les choses telles qu'elles se sont passées, l'effort qu'il y a derrière, exprimer à la personne tout le bien qu'on aurait pu lui souhaiter, mais même s'il aurait fallu, par exemple dans le cas de « va, c'est tout le mal que je te souhaite », c'est-à-dire que même s'il aurait fallu en fait que je te souhaite malheur, que je te souhaite ou que je manifeste de la haine à ton égard, ce ne serait que du bonheur. Malheureusement, de telles expressions, quand elles ne sont pas connues ou quand elles ne sont pas familières en fait de l'expression, du registre expressif de la personne,
très souvent pris en fait de manière fâcheuse. Oui, ça devient très compliqué, hein, mon cher Alioune. Mais que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce que il va falloir totalement bannir ces expressions de notre registre de langue ou bien s'adapter à la personne en face de nous? Bon, je ne dirais pas qu'il faudra les bannir, parce qu'en fait, on ne peut pas les bannir. D'autant plus que... Oui, mais si on continue à les utiliser au risque de choquer une personne, oui, ça devient compliqué derrière. Oui, en fait, peut-être qu'il faut les éviter. Et ceci aussi, ça dépend de la personne, de notre interlocuteur. Tout à l'heure, vous avez parlé de registre de langue. Donc, quand on s'adresse à une personne, il faut à chaque fois identifier d'abord la personne, les capacités intellectuelles de la personne, le niveau intellectuel de la personne, et aussi, disons, la culture même de la personne. Ça risque de prendre du temps, hein, mon cher Alioune. Ça risque de prendre du temps d'analyser tout ça, évidemment, mais ça reste hein, l'une des solutions par excellence pour essayer évidemment d'atténuer un petit peu le choc de ces expressions qui ont tendance à déranger beaucoup de personnes. Santa, tu as eu à émettre tout à l'heure une autre piste. Nathan parlait de manque de culture. Que faut-il faire? On a parlé évidemment de bannir. Notre ami Alioune nous a rassuré que bannir, ce n'est pas la solution. Peut-être les éviter en fonction de la personne en face. Mais est-ce que derrière, c'est aussi quoi, un manque de lecture? Tout ça aussi, ça peut expliquer le fait que certaines personnes ne connaissent pas les définitions de ces expressions? Personnellement, moi, je pense que c'est lié quelque part au manque de culture. Je m'en vais rejoindre Nathan. C'est quelque part lié au manque de culture. Bon, pas à dire que la personne n'en a pas, mais la personne n'a certainement pas pris la peine de l'amener à un certain niveau, de s'intéresser à plus que ce que l'on pourrait dire le français familier, le français de tous les jours, le français du quotidien. Parce que l'utilisation de ce type d'expression requiert quand même de savoir, de pouvoir les analyser, de pouvoir les comprendre un peu en profondeur. Donc oui, il y a ce côté de manque de culture, mais moi j'aimerais revenir un peu sur ce que le docteur Alioune a pu dire. Je ne pense pas qu'il y ait forcément à les éviter, parce que je pense qu'il y a un impact là-dessus. C'est comme on dit souvent, quand on est avec deux personnes, c'est soit on influence et soit l'autre qui influence. En pensant à les éviter, c'est nous aussi nous engager. La personne qui est soit détentrice de cette connaissance-là, c'est s'engager quelque part à perdre en fait un peu de cette connaissance-là. Oui, c'est revoir son niveau aussi quelque part. Ouais. Et voilà, c'est effectivement ça, c'est revoir son niveau. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt aller dans le sens de se stimuler. C'est vrai qu'il faut s'adapter dans quelques cas à certaines personnes, mais voilà, si on peut le dire ainsi, souffler du chaud, souffler du froid. Souffler du chaud, souffler du froid. Nathan, est-ce que vous êtes dans cette logique-là quand on sait... Déjà, est-ce que vous avez utilisé ces expressions une fois? Ça m'arrive très souvent. Et dans mon cas, par exemple, comme elle dit, souffler du chaud, souffler du froid, ce que je prends la peine de faire, c'est d'analyser la personne. Pas analyser comme disait le docteur Alioune, mais aller dans le sens d'où la première fois je peux expliquer, voir si la personne essaie de percuter. Ensuite, après 2-3 échanges de ce genre de conflit intellectuel, je préfère me contenter d'aller de la manière la plus simple possible avec cette personne. Sujet, verbe, complément. Au moins, ça nous évite de rentrer dans des conflits d'idées ou des conflits d'intérêts, des conflits d'interprétation. Parce qu'on ne peut pas les bannir, dans le sens de ce que disait le docteur Alioune, parce que nous ne sommes pas l'Académie française. Nous ne pouvons pas aussi les bannir parce que ça fait la beauté de la langue. Toutes ces figures de style existent parce qu'on veut mettre du style, que ce soit des redondances, que ce soit des pléonasmes, que ce soit des litotes, que ce soit des antithèses. On a besoin de tout ça là pour embellir et enjoliver, comme on dirait, la langue française. Donc s'il faut à chaque fois se départir de cette beauté de la langue même, parce que c'est ce qui fait la différence entre le français et l'anglais, par exemple. Nous avons beaucoup de figures de style en français qu'il n'y a pas en anglais forcément. Donc on a besoin de tout ça pour améliorer notre langage quotidien. Il faudrait que les gens s'adaptent aussi à un moment donné. Docteur, est-ce que l'une des solutions aussi, c'est pas l'utilisation des métaphores pour essayer de ne pas choquer, hein, d'expliquer autrement ce qu'on a voulu dire? Oui, bon, il y a beaucoup de causes. Hein. Aujourd'hui, si on a un problème de langue, hein, c'est peut-être même surtout avec l'Internet, hein, la technologie, les téléphones portables, etc., les chats, etc., tout ça. Donc, du coup, les gens n'arrivent pas à entrer dans les profondeurs de la langue, à comprendre la langue. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont plus de temps. Là aussi, il faut le dire, parce que
on est dans un monde où on fait une course contre la montre. Donc les gens n'ont plus le temps de lire 400 pages, de faire des recherches sur des expressions, etc. Parce qu'ils pensent toujours qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes à faire. C'est ça en fait le problème. Et quand on parle d'une langue, on s'inscrit dans une culture. La langue française, c'est la culture française. Donc pour comprendre certaines expressions, il faut s'inscrire dans le sillage de la culture française. Il faut comprendre d'abord la culture française. C'est comme quand quelqu'un dit au cas échéant, par exemple, c'est-à-dire qui signifie si l'occasion se présente. Quand tu dis au cas échéant, la personne ne voit que le mot échec, en fait. Ouais. Alors que échéant, ça vient du verbe échoir. Échoir, qui signifie autant tomber et qui signifie après advenir, c'est-à-dire quand la chose se présente, en fait. C'est ça. Donc, pour revenir à votre question, je pense qu'il y a beaucoup de causes qui entraînent la non-compréhension de ces expressions-là. Parmi ces causes, il y a l'Internet, il y a les chats qu'on fait entre amis, entre potes, etc. Il y a le fait, comme l'a dit notre grande dame ici présente, la non-lecture, les gens ne lisent plus, surtout la jeune génération, etc., etc. Et on a l'impression même que Nathan, c'est justement cette génération-là qui est très exposée à cette méconnaissance de ces expressions françaises. C'est choquant parce que c'est vraiment, surtout la jeunesse qui est exposée à cela. On a l'impression que les gens sortent des lunes lorsqu'on s'exprime d'une certaine manière. On peut même vous targuer de quelqu'un d'orgueilleux ou de prétentieux, parce qu'on se dit, bon, il parle un français soutenu, alors que... Bon, il veut nous narguer. Oui. Moi, je pense que tout ça, ce sont des raisons qu'on peut donner, mais je vais du principe que de la 6e, par exemple, en terminale, on a du temps d'embrasser la langue française. Les programmes sont faits de manière à ce qu'on ait le temps d'entrer dans le minimum de ce qu'il faut. Et en parlant de ça, Nathan, je reste évidemment avec toi. Je vais t'interrompre un instant puisque tu m'as tendu la perche en parlant justement des programmes installés à l'école pour en ce qui concerne le français, évidemment, l'apprentissage du français. Alors, selon une étude qui a été réalisée par un jeune Sénégalais, diplômé docteur aussi en littérature africaine, il disait en Afrique, les professeurs de français n'enseignent pas la totalité de la langue. Ils enseignent sur un pourcentage de 100%, 25% du français. Ça peut expliquer cette méconnaissance aujourd'hui de ces expressions françaises-là? Je pense que c'est là où j'en venais. 25% d'une langue, c'est déjà beaucoup. Oui. La preuve, c'est que, par exemple, avec l'anglais, nous n'apprenons pas plus de 25% de l'anglais, mais il y a des personnes qui s'expriment très bien en anglais. D'accord? Quand on dit 25% de la langue française, c'est une initiation. Nous sommes dans une initiation et essayer de nager ou de voguer dans cette langue-là. Et du coup, les 75%, ça appartient à la personne d'y aller au contact du reste du français? Le reste des 75%, il y a déjà notre milieu de vie qui doit le compléter. Il y a nos habitudes quotidiennes, nous-mêmes. Lorsqu'on discute avec des gens, il faut prendre le soin, l'habitude, par exemple, de bien s'exprimer déjà avec les gens. Toi et moi, on échange, par exemple, on se fait l'effort d'échanger de manière correcte. Même dans l'expression sur les statuts, par exemple. Comment les gens s'expriment sur leurs statuts? Avec beaucoup de laxisme, avec beaucoup de légèreté. On ne peut pas évoluer dans une langue de cette manière. Il y a un point très important, par contre, que je veux souligner, c'est que aussi, il faut préciser que ces langues-là sont mises de côté aujourd'hui. Dans le sens où, combien de personnes aujourd'hui s'adonnent, par exemple, à faire des études poussées en langue? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que le système capitaliste aussi a fait en sorte que les gens se tournent vers les sciences de gestion. Les gens se tournent vers ce qui peut nous rapporter un emploi demain. Personne ne veut être docteur comme le docteur Alioune en langue française parce qu'il se dit je vais travailler dans quelle entreprise. Déjà la compréhension africaine un peu parfois dans nos familles. Hein. Quand vous dites à quelqu'un je suis docteur, on vous voit avec une blouse. Voilà. Aussi, j'aimerais un peu rebondir sur ce que Nathan vient de dire. C'est le problème de l'implantation de la langue française ici en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout ailleurs. C'est qu'à côté de cette langue française-là, il y a aussi d'autres langues, des langues vernaculaires, nos langues nationales. Et parfois aussi, ça nous influence. Peut-être que si on faisait nos cours en Peul, en Yoruba, en je ne sais pas quoi, peut-être que ça aurait nous facilité la tâche.
D'ailleurs, c'est une problématique qui est aujourd'hui posée dans les grandes universités africaines. Exactement. Ouais. Doit-on continuer à étudier avec la langue française ou serait-il temps de donner à nos langues nationales aussi leur chance pour au moins qu'ils puissent évoluer et atteindre un peu le sommet? Je pense que certains pays sont dans cette optique, à l'image de la Côte d'Ivoire qui utilise le Nouchi. Alors le Nouchi n'est pas encore officiellement reconnu comme une langue nationale, mais pour autant c'est une langue très utilisée en Côte d'Ivoire et beaucoup de jeunes, et même on l'a vu, l'ancien ministre de la Jeunesse, paix à son âme, le ministre Ahmed Bakayoko qui utilisait le Nouchi justement pour communiquer avec les jeunes. Oui, allez-y, docteur. Je pense même qu'il y a aussi le Tchad. Il y a d'ailleurs aussi le Nigeria. Voilà, il le y a pas Nigeria. longtemps l'avis d'officialiser avec le Yoruba. D'accord, c'est ça. Exactement. Revenons, les amis, Santa, à ces fausses expressions françaises qui causent beaucoup de problèmes. Avez-vous déjà été confronté justement à cette difficulté-là de balancer une expression? On en a cité tout le mal que je te souhaite. Du coup, quand vous vous retrouvez dans cette configuration où vous avez l'impression que la phrase a choqué la personne, comment vous faites? Alors déjà, bien évidemment, un peu comme chacun sur le plateau, j'ai déjà été confrontée à ce que Nathan appelle conflit. J'ai déjà été confrontée à cela. Comment peut-on réagir? Je pense que c'est déjà la première réaction, ce serait d'être surpris ou d'être étonné en fait du fait que la personne n'a pas réellement compris. Moi je le dis, pour ma part, c'est généralement la première réaction que j'ai, c'est que je me dis ah bon, la personne n'a pas compris, comment est-ce que je peux essayer d'atténuer cela? Alors oui, dans un premier élan, comme Nathan a su le dire, je peux m'adonner à une explication qui pourrait être concise ou un peu plus explicite. Après, ça dépend de comment est-ce que la personne a eu à le prendre. Est-ce qu'elle est déjà montée sur ses grands chevaux? Bon, me voici dedans. Est-ce qu'elle est déjà montée sur ses grands chevaux ou elle est encore dans la perspective de comprendre? Donc, à ce moment-là, le discours ou la réponse que je vais donner dépend un peu de ce que je pourrais percevoir comme tempérament de la personne à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'inscris de manière constante. Comme il a su le dire, c'est un premier échange, un deuxième, un troisième, mais on peut pas s'y inscrire de manière indéfinie. Pourquoi? Parce qu'on estime déjà que dès la première fois où on s'y adonne, c'est qu'on a quand même un échange culturel à ce moment-là. On a un échange en fait qui permet d'apporter un plus, mais permet aussi à la personne de se dire j'ai compris en fait là où est-ce que tu en étais, mais et si tu montais un peu plus? Oui, exactement. Mais dit de manière plus soft, sans que la personne ne se vexe. Mais pour aller un peu plus loin, ou du moins pour revenir aux propos de Nathan et du docteur Hollywood, moi je ne pense pas que cela se résume principalement à la présence en fait d'autres langues vernaculaires. Je ne pense pas. Je prendrai mon cas. Moi je suis congolaise de base et nous avons deux langues nationales, le lingala et le kituba. Mais pourtant nous avons aussi le français. Il est vrai que nous étudions en français et peut-être pour certains, c'est aujourd'hui un peu plus avec la jeune génération que l'on a cette réalité, cette difficulté de réellement se poser des questions. Mais quand moi je regarde soit à ma promotion ou à nos aînés, en fait, c'est une dualité qui fonctionne. Et il y en a même plus loin, ils ont plusieurs langues à leur actif, mais quand il est question en fait de s'y atteler au français et surtout dans des milieux en fait assez ouverts, le niveau y est. Quand il est question d'aller en lingala, en kituba, parce qu'il y a certaines personnes, pour aller, enfin, je ne suis pas l'avocat du docteur Hollywood, mais pour aller dans son sens, c'est que en fait, certaines personnes estiment que c'est plus facile, par exemple, de communiquer en lingala que de faire un effort de communiquer en français. Ce qui fait que la personne va, entre guillemets, mettre le français, pardon pour l'expression, dans la poubelle et se dire, bon, vas-y, je fais confiance au lingala ou au kituba. Moi, je pense que penser comme ça est une justification, est un argumentaire en fait qui vient nous maintenir dans notre zone de confort. Il est vrai, voilà, la paresse, si on peut le dire de manière aussi brutale. Pourquoi? Il est vrai en fait que oui, on peut s'exprimer en lingala, on peut le faire, mais il faut se rendre compte de la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes. Nous avons ce qu'on appelle la mondialisation et cette convergence-là entre États. N'allons même pas au-delà de l'Afrique, rien que dans le cas de l'Afrique. S'il faudrait que je m'y attelle uniquement au lingala, que vous y attelez soit uniquement au Peul, que Nathan s'y attelle uniquement à une des langues auxquelles il s'identifie, je ne pense pas que l'on serait sur ce plateau. Donc oui, il y a, s'il faut le dire, c'est vrai que
plusieurs personnes sont un peu contre la promotion du français actuellement. Mais si, pour l'instant, il est le point d'ancrage, il est le point de contact entre ces différentes cultures, ces différentes sociétés, y attelons-nous un minimum. Et c'est là, en fait, c'est là le point aussi. Très belle chute, parce que c'est là le problème aussi. Allez-y, docteur. C'est ça aussi. En fait, je veux tout simplement dire, en fait, par exemple, quel que soit mon niveau de langue en français, ou bien votre niveau de langue en français, il y a de ces mots-là qu'on ne pourra jamais traduire en français, en fait. Moi, je prends mon cas. Il y a des mots peuls, je ne pourrai jamais, excusez-moi, les traduire en français, en fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est ce qui rend difficile maintenant la pratique de la langue française. Parce qu'il y a certaines choses, ou bien il y a certains mots, excusez-moi, qui dépendent directement de la culture française. Comme il y a certains mots peul, ou bien certains mots wolof, ou bien certains mots yoruba qui dépendent directement de la culture peul, ou bien de la culture wolof, ou bien de la culture yoruba. En fait, je n'ai pas dit qu'on doit bannir le français pour instaurer les langues nationales, ça quand même... Quoique l'idée n'est pas mauvaise. Effectivement. Mais, voilà. Oui, c'est déjà installé un peu partout dans certains pays sur le continent. Voilà. Mais quand même, ce qui rend difficile la compréhension de certaines expressions, c'est parce qu'on parle français. Et que le français, c'est une langue, quoi qu'on puisse dire, qui est étrangère. Alors, mieux comprendre le français. Nathan, je viens à toi à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'une des solutions par rapport pour faciliter justement la compréhension de ces expressions qui causent problème aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi organiser des concours d'art oratoire? Vous avez déjà participé à ces concours-là. Justement, c'est des questions qui reviennent en général. On a tendance à piéger justement les candidats avec ces expressions-là. La question comme ça, elle est choquante. Bon, pas choquante, elle est un peu rude. Parce que le concours ne vient pas pour t'apprendre certaines choses. En principe, dans le concours, on va exprimer ce qu'on sait. On apprend aussi. On apprend aussi, oui. Au contact des autres, toujours on apprend. Mais en principe, on va pour présenter ce qu'on sait. C'est un concours, on va présenter ce qu'on a déjà, ce qu'on est. Et au contact, on s'échauffe, le fer aiguise le fer, on devient meilleur, évidemment. Mais dans un concours, on ne peut pas apprendre toutes ces choses-là. Il y a un effort, Santa le disait, un effort aussi quotidien dans nos échanges. Apprendre une expression, c'est pas long. On ne te demande pas de faire 10 expressions par jour. Mais au moins, même après un échange avec une personne, par exemple, j'ai échangé avec Santa, je n'ai pas compris quelque chose, elle m'a expliqué, faire l'effort d'aller un peu plus. Oui, on parle en général de curiosité intellectuelle. Curiosité intellectuelle. Ouais. Moi, je vais prendre un cas tout bête. Un de mes jeux avec la langue française, c'est que lorsque je n'ai pas compris quelque chose, tant que je n'ai pas appris, ou je n'ai pas vu, ou je n'ai pas cherché à comprendre, c'est-à-dire si tu m'as laissé une expression que je n'ai pas compris, je vais forcément aller chercher moi-même sur Internet sans te demander que je n'ai pas compris en fait. Après, je découvre. Et quand tu apprends comme ça, tu retiens mieux. C'est vraiment plus facile d'apprendre de cette manière-là. Et puis, il y a un autre fait. J'ai juste envie de rebondir sur cet aspect-là. Je ne suis pas un défenseur de la langue française, mais j'ai envie de préciser une chose. C'est vrai qu'on le pense haut, que nous pouvons nous départir de français. Mais il y a un gros piège, elle le disait tantôt, c'est que comment nous allons communiquer entre nous de différentes cultures. Moi, je pense que la langue française, nous pouvons la rendre plus belle avec nos cultures, c'est-à-dire avec les mots peul, les mots serrés, les mots wolof, les mots de yoruba. On peut l'améliorer et la mettre à notre sauce. On peut parler d'un français du Sénégal, un français de la Côte d'Ivoire. Déjà, ça existe très bien. Oui, le louchi, déjà, voilà, c'est du français et des expressions... Et nous, Gabonais, on comprend ce que les Ivoiriens disent, mais peut-être pas dans les profondeurs. Mais on comprend déjà les expressions populaires. Les expressions populaires, on les comprend. Ça veut dire qu'on peut enjoliver ça, je vais dire encore, on peut enjoliver ça, rendre ça meilleur avec notre culture. Maintenant, il y a un fait, quelque chose de vraiment qu'on ne peut pas changer. Il y a des expressions de chez nous qui ne peuvent pas se traduire en français. Moi, j'ai expérimenté ça, nous qui avons grandi avec nos grands-parents et autres. Vraiment des expressions qui sont propres à nos langues et qui ont des significations profondes seulement dans nos langues. Si on essaie de traduire ça littéralement, ça ne passe pas. Et ça, c'est une vérité. Allez-y, Santa. Non, je voulais simplement m'inscrire dans la même lancée en fait que Nathan sur sa fin de propos par rapport à ces expressions-là. Il y en a en fait dans toutes les langues. Dans toutes les langues, on va se limiter à la notion un peu africaine. Dans toutes les langues, il y en a.
moi, je ne vais même pas aller plus loin au niveau des langues ethniques. Rien qu'entre le Lingala et le Kituba, on a énormément de proverbes. Je pense que plusieurs écoutent des artistes congolais, mais énormément de proverbes qu'ils utilisent dans ces chansons-là. On ne peut pas littéralement les traduire. Sinon, ça devient autre chose. Voilà. Et même peut-être pour les traduire, il faudrait... Voilà, peut-être on y revient, il faudrait avoir peut-être un minimum aussi de culture, même au niveau de français, pour pouvoir faire le lien et faire ressortir cette beauté-là en fait, qu'il y avait en lingala, le faire ressortir en français, mais peut-être avec des mots différents. Mais c'est de saisir l'esprit qu'il y a dans la langue et le retransmettre en fait autrement dans une autre langue. Saisir l'idée qu'il y a dans la langue. Les amis, on est toujours évidemment sur cette problématique liée à ces expressions qui choquent. On arrive bientôt au terme de cette émission. En ce qui concerne la première partie, en quelques mots, docteur Alioune, on a parlé tout à l'heure de l'absence de culture en ce qui concerne évidemment la nouvelle génération, cette génération 2.0, hein, c'est comme ça qu'on la qualifie évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui les ateliers de lecture, ça reste aussi une solution? Bon, le problème, c'est que les jeunes ne lisent plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Ils n'ont pas assez de temps pour lire. Ils n'ont pas assez de temps parce que c'est la génération digitale, en fait. La génération digitale. Je vous interromps. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite sur Média. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième partie d'émission. Un discours excellent, un discours magnifique. Ce sont les retours que nous recevons en général à la fin d'une cérémonie lorsqu'on a prononcé un discours à l'endroit de certaines personnes. Mais Santa, comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours n'a pas été bon. Ça aussi, c'est un retour qu'on reçoit généralement. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un bon discours? C'est une question profonde. Ça, il faut le reconnaître, c'est une question avec beaucoup de profondeur parce que ça revient à analyser peut-être tous les paramètres ou tout ce qui constitue en fait l'essence même d'un discours. Alors oui, déjà je tiens à souligner une chose, on peut avoir tout mis dans le discours, on peut avoir respecté la procédure, mais il peut arriver aussi qu'on nous dise, comme vous avez su le dire, que le discours n'est pas bon, pas que le discours n'est pas bon, n'est pas pertinent, il n'est pas pertinent, il aurait fallu ceci. Moi je pense qu'il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Donc d'abord forcément la chronologie, la méthodologie qui devrait être adaptée et quelquefois peut-être les attentes du public. Par rapport à la méthodologie qui devrait être adaptée, on a une méthodologie classique qui est un peu comme on fait avec les dissertations. Il doit y avoir une introduction qui demande aussi certains paramètres, l'entrée en jeu, ou comme on dit, l'entrée en jeu, le fait de venir en fait au sujet, expliquer, relater un peu les faits. Est-ce que les méthodologies, Santa, pardon de t'interrompre, est-ce que ça s'applique à tout genre de discours? Parce que nous avons un discours par exemple pour rassurer, un discours pour informer, un discours pour convaincre. Est-ce que cette méthodologie s'applique à ces trois formes, styles de discours? Justement, merci de m'avoir précédé un peu parce que j'allais y arriver. On a un peu cette méthodologie classique. Mais la question que vous posez, Régis, en fait, s'inscrit surtout au niveau des genres, au niveau des discours. Parce qu'on a le genre judiciaire, le genre délibératif, le genre démonstratif. Mais les classiques ou les très méthodistes vous diront que oui, il faudrait quand même respecter ça. Mais je ne pense pas. Moi, pour ma part, je ne pense pas que ça se résume en fait uniquement à la méthodologie. Suivant le genre, ce qui fait aussi, je me dis, l'essence du discours en soi, c'est l'esprit avec lequel on l'écrit. Il est vrai en fait qu'il y a la méthodologie, mais si on se fie qu'à la méthodologie, ce serait purement un discours théorique. Alors que le discours a un but, le discours a une raison. Le discours est censé créer en fait une sorte de corrélation, une sorte de relation d'alchimie avec le public, celui qui nous entend. Donc oui, il y a la méthodologie, c'est vrai, mais il y a l'esprit, le conditionnement dans lequel on se met pour préparer ce discours. Vous partagez son avis, Dr Alioune. C'est évidemment c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes lorsqu'on écrit un discours qui peut faire de ce discours un excellent discours. En fait, Sandra a parfaitement raison. D'ailleurs, moi, avant de parler du discours en tant que tel, je vais revenir sur les éléments qui tournent autour du discours et qu'il faut prendre en considération pour réussir son speech. Je pense que c'est Roman Jakobson, c'est un linguiste
qui a réfléchi sur les fonctions de chaque élément du discours. Parce que le discours, c'est quoi? C'est un émetteur, un récepteur et le message. Maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu. L'émetteur joue une fonction, le message joue une fonction, le récepteur aussi joue une fonction. Il faudrait maintenant savoir la fonction de chacun de ces éléments-là pour pouvoir réussir son discours. Autre chose aussi, c'est qu'il y a un discours qu'on appelle communication verbale, qui est souvent accompagné d'une autre forme de communication, qui est une communication non verbale, la communication corporelle en fait. La gestuelle. Voilà, gestuelle. Il faut aussi que notre corps accompagne en fait notre discours pour qu'on puisse réussir en réalité notre communication. Nathan, docteur Alioune parlait d'un émetteur, le message et le récepteur. C'est cette formule classique évidemment que tout le monde maîtrise. Mais revenir également sur l'émetteur. Est-ce que c'est l'émetteur, en faisant évidemment référence à l'orateur, est-ce que c'est lui qui fera la beauté du discours, ou bien c'est le discours qui fait la beauté de l'orateur? Ça, il faut préciser qu'ils sont quand même inséparables. À ce niveau, c'est 50-50. Dans le sens où la beauté de mon discours dépend de ce que je mets de moi dans le discours, mais aussi mon discours peut m'impacter. Par exemple, Martin Luther King a été impacté par son discours I Have a Dream. Oui. Dans le sens où il y a Barack Obama aussi, Yes Weekend. Ouais. Ça veut dire que chaque personne aussi peut être impactée par un discours fort. C'est-à-dire après ce discours, on n'est plus la même personne. On n'est plus considéré au même niveau. Maintenant, pour aller dans le sens de la préparation même du discours, il disait tout à l'heure qu'il faut tenir compte des trois éléments, l'émetteur, le message et le récepteur. Mais pour l'émetteur, par exemple, il faut se préparer. Un discours, ça ne s'improvise pas. Et même improviser ne s'improvise pas. Donc, à moins d'être un comédien exceptionnel, un discours, vraiment, ça ne s'improvise pas. Et dans la préparation du discours, il y a beaucoup de démarches. Mais ce que Santa a pu préciser, c'est dans l'introduction. Tout commence dans l'introduction. Et dans l'introduction du discours, peu importe le genre de discours, il y a une méthodologie classique. C'est-à-dire, on prépare le qui, c'est-à-dire, je me présente qui je suis, ce que je fais, ce que je sais faire, d'accord ? Aussi en rapport avec le discours que j'ai à faire. Parce que je ne vais pas dire je suis médecin, alors que je viens me parler, par exemple, d'agriculture. Les gens n'ont pas besoin de ça. D'accord ? Je suis peut-être un fermier qui a des connaissances en médecine. Mais je suis d'abord infirmier dans le contexte de l'agriculture. Il y a ce facteur-là. Il y a le pourquoi. Pourquoi je me tiens devant vous? Donc la problématique, comme on dit. Et ensuite, il y a le comment. Comment je vais articuler ça? Je vais de tel point à tel point, un système pyramidal généralement, c'est-à-dire l'argumentaire, l'argument le moins important pour terminer avec le plus important. Ensuite, il y a le quoi en fait, qu'est-ce que je viens vous proposer, c'est quoi le sujet, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est un système, un nouveau système, qu'est-ce que je vous propose. Ensuite on va clôturer et ensuite on va dans le corps du discours. Après il y a une conclusion, une chute qu'il faut travailler aussi en fonction de l'empathie du public. Mais parce que justement par rapport à ça, Santa, beaucoup de mes confrères m'ont laissé entendre en préparant évidemment cette thématique, cette émission, que le discours, ce que vous avez dit, ils vont dans le même sens que vous, mon cher Nathan, mais pour eux la conclusion, c'est vraiment, on va dire, la tête pensante du discours. C'est si la conclusion, enfin l'introduction, beaucoup parlent beaucoup plus d'introduction, mais pour eux ils sont persuadés que la conclusion, ça reste le corps du discours. Vous, apparemment, vous n'êtes pas d'accord, Santa. Je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord, je dirais que mon avis est surtout partagé. D'accord. Parce que je m'en vais rejoindre ce que Nathan a su dire. Il y a l'introduction, et je pense que le docteur Alioune aussi l'a dit. L'introduction joue un certain jeu, et le corps aussi. Mais on n'ira pas sans ignorer la conclusion. On introduit bien et qu'on conclut mal, ça fausse le discours. Oui, justement, c'est à cela que j'y viens, parce que j'allais dire, du coup, quand on analyse un peu entre ce que vous dites et ce qu'ils disent, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de parti pris en fait dans la composition, la préparation du discours. La conclusion a un rôle majeur. C'est un peu comme ce qu'on nous disait quand nous étions au lycée pour les dissertations. Il faut que vous nous donniez une porte de sortie. Il faut que vous nous laissiez sur quelque chose. Vous concluez, mais
est-ce que la conclusion ne doit pas être morte en soi? Pourquoi? Parce que si on estime que votre discours a été ce à quoi est-ce que vous vous attendez, c'est-à-dire que vous nous avez porté, vous nous avez emmenés quelque part. Faire une conclusion assez morte ou une conclusion négligée, c'est comme nous avoir emmenés et conduits tout le long du chemin et en plein milieu, vous nous dites, bon, ça y est, je vous abandonne. Ouais. Vous imaginez le pilote qui conduit, qui pilote l'avion et ensuite il prend un parachute. Il prend le parachute et il saute. C'est un choc. Oui. Alors la conclusion sert surtout à nous faire comprendre, ok, je vous ai fait voyager tout le long. Nous sommes arrivés, nous atterrissons. Mais en atterrissant, je voudrais que vous reteniez quelque chose. Mais au-delà de retenir quelque chose, je voudrais que vous partez peut-être avec une question, peut-être avec une analyse, peut-être avec un autre regard. Ce serait lequel? Voilà comment est-ce qu'on peut conclure. La conclusion elle est bonne, hein, pour le coup. Là. on va parler justement de ce discours-là. Nathan parlait de préparer un discours. Vous l'avez souligné également, Dr Alioune, quand vous avez parlé de la gestuelle. Il y a également un point au-delà de la gestuelle. Hein, c'est le débit, notre manière de parler. Est-ce que ça aussi, ça compte énormément dans le discours, lorsqu'on prononce un discours? Plus on a un débit rapide, ça peut déranger. Si on a un débit lent, ça peut... Comment trouver le juste milieu, justement? En fait, ça, c'est un peu difficile parce que ça dépend aussi des personnes. Par exemple, à moins qu'on travaille sa voix, il y a des personnes qui n'ont pas une voix portante, il y a d'autres qui ont une voix faible, etc. etc. Il y a le micro qui peut aider. Hein. Voilà. Mais quand même, dans un discours, il y a toujours deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'argumentation, qui est fondamentale. Quand on parle de l'argumentation, comme l'a dit Sandra et Nathan, il y a la logique, il y a la cohérence, il y a l'introduction qui doit suivre certaines normes, le développement, la conclusion aussi. Mais à côté de l'argumentation, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la manipulation. Quand vous écoutez les grandes personnalités comme Obama ou quelqu'un d'autre... Oui, qu'on taxe d'excellents orateurs. Effectivement. Oui. Ce sont des gens en général qui insistent sur leur parcours, leur expérience personnelle. Là, ce n'est pas de l'argumentation, c'est de la manipulation en fait. On joue sur les émotions des uns et des autres, sur la psychologie des gens, etc., pour pouvoir peut-être créer une sorte d'affection, d'empathie, voilà le mot. Donc, si on fait ça, on n'est pas dans l'argumentation, on est dans la manipulation. Et pour réussir, selon moi, pour réussir un discours, il faut beaucoup plus jouer sur la manipulation. D'accord. Que sur l'argumentation. Et c'est ça, Nathan? Je ne sais pas maintenant. Vous êtes dans la manipulation, Nathan? Des discours, vous en avez prononcé, des discours, Nathan. Est-ce que vous êtes dans la manipulation aussi? Manipulation, ça peut être mal perçu. Oui. Mais ce qu'il dit dans le fond, je vais dans le fond de ce qu'il dit. En fait, il faut comprendre déjà que dans le discours, il y a deux objectifs. Il y a soit persuader, soit convaincre. Persuader, c'est jouer avec les émotions, c'est susciter les émotions des interlocuteurs sur ce qu'on va dire. Il y a convaincre qui fait référence au raisonnement, c'est-à-dire aller dans le sens de la raison des personnes. Et le discours doit être ce mix-là. On doit être capable de convaincre et de persuader. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas convaincre nécessairement. Il faudrait être capable de persuader plus que de convaincre. Il y a des sujets où c'est clair qu'on peut convaincre, il y a tous les éléments qui sont là pour prouver. Et dans ce qu'il disait tantôt, il y a cet effort-là. Peu importe le discours, vous devez aller dans ce sens. Parce que vous devez être capable de jouer sur vous, ou sur vos expériences, ou sur une histoire. Par exemple, si vous voulez parler de l'histoire de l'Afrique, par exemple, vous allez chercher, parler par exemple du passé. Vous allez prendre des sujets qui touchent les gens. C'est un élément clé si on veut bien réussir son... C'est un élément très important. D'accord. Et dans la constitution même de la préparation du discours, il y a ce qu'on appelle des storytelling, c'est-à-dire il faudrait amener des histoires, amener des expériences pour faire comprendre aux gens où vous allez en fait. Ça donne une portée plus forte au discours. Ça vient être une base solide. Les gens se disent, en plus des arguments qu'il a donnés, il y a des exemples. D'accord? Et ça, c'est vrai que les gens ont besoin toujours de s'identifier à quelque chose, à quelqu'un. Et créer cette empathie-là. Donc, c'est vraiment important
de faire ce jeu de manipulation, mais qui n'est pas forcément de la manipulation. Je pense que Santa aussi, vous ne partagez peut-être pas le terme utilisé, parce que je vous ai senti aussi un peu partagé en ce qui concerne l'argumentaire du docteur. Allez-y. Oui, effectivement, c'est un peu comme Nathan, il a dit, dire manipulation, qui ne saisirait pas en fait ce qu'il y a derrière ou ces détails-là, comme il a su l'expliquer, le fond. Plusieurs personnes le prendraient mal parce qu'ils se diront « Ah bon, je me fais manipuler ?» Non, ce n'est pas de la manipulation en soi. On va enlever un peu ce contexte-là. Mais comme il a dit, c'est aller vraiment sur le fond dans le sens où tous ces détails en fait entrent en jeu parce que l'on voudrait pouvoir amener celui qui nous écoute, on voudrait pouvoir amener en fait soit le public, ainsi qui nous écoute, soit à percevoir ou à s'inscrire dans le champ dans lequel on s'inscrit. Et voilà, pour ajouter un plus, en rapport avec ce qu'ils ont dit, cela résumerait en fait très bien comment est-ce que Cicéron, lui, il résume tout ceci. Un discours, au-delà de ce qui est méthodologie ou très théorique, dans l'esprit du discours, on devrait pouvoir retrouver 3 choses. Plaire, émouvoir, convaincre. Plaire s'inscrirait ici, comme il a su le dire, en fait, amener déjà ce début d'argumentation-là, mais avec des illustrations, avec des images. C'est un peu, beaucoup comme il a dit, ça pourrait s'inscrire dans la manipulation. Non, mais c'est peut-être pour faciliter déjà le contact. C'est pour faciliter, comme on dit, je pose le jeu, je pose le débat. Je vous décris la chose, je vous amène à le voir tel que je le vois. Se faire accepter aussi dès le début. Voilà, se faire accepter aussi dès le début. Et aller à ce qu'on va appeler émouvoir, qui justifierait peut-être le terme manipulation, mais le mot émouvoir ou bien le verbe émouvoir, c'est pas forcément d'amener à de la manipulation, mais comme il a dit, c'est pour peut-être partager. Certains vont utiliser leur histoire, leur expérience. Ce n'est pas pour les amadouer ou manipuler, mais c'est peut-être pour renforcer, partager, vous encourager, comme vous dire que ce que je suis en train de vous présenter, je sais peut-être de quoi est-ce que je parle. Je vois peut-être pour vous faciliter afin que vous puissiez saisir de quoi est-ce qu'il en va réellement. Et pour finir, il y a convaincre, comme il a dit, le plus important, parce que ça reste l'argumentaire même. Convaincre, oui, allez-y, docteur. Oui, en fait, je reviens sur le mot manipuler. Parce que aussi, chez l'humain, chez la personne, en fait, il y a 2 choses. Il y a la raison, la conscience et les émotions, en fait. Oui. Quand on est dans le domaine maintenant des émotions, là, c'est là où j'utilise le mot manipulation, en fait. Là, en fait, même à la maison, maman, papa nous manipulent. Même notre petite amie nous manipule. Même nous-mêmes, on manipule nos parents aussi. Oui. C'est ça, en fait. C'est que la manipulation, ça fait partie de notre quotidien, en fait. Parce que c'est pas peut-être que le mot est utilisé souvent de façon péjorative, voilà. Ça, en fait. Mais quand même, voilà, ça, quand on dit manipulation, c'est tout ce qui est attrait à la sensibilité, aux sentiments, aux émotions. On a parlé d'émouvoir, hein, le verbe utilisé. J'en profite aussi pour dire, parfois aussi, ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, mais comment on le dit. Par exemple, je ne vais pas dire que Sandra est belle, par exemple, comme ça, de façon abrupte. Hein? Peut-être que je vais utiliser une métaphore. Tantôt, on a parlé de métaphore, de litote, etc., pour un peu embellir, enjoliver oui, ça, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut un peu jouer sur le message pour revenir sur le schéma de Jacobson. Le message. Parce que quand on dit une chose, c'est d'abord une intention. Je traduis cette intention en mots. Maintenant, je dois choisir ces mots-là parce que les gens, en fait, ils n'écoutent pas l'intention, mais ils écoutent les mots. Donc, le choix des mots importe. Le choix de mots, Nathan, la puissance des mots aussi, parce que au-delà d'avoir un émetteur et un récepteur, vous l'avez souligné, hein, il y a le message. Est-ce que le choix des mots aussi, ça définit, on va dire, la nature d'un discours, un bon ou un mauvais discours? On a parlé en première partie des expressions qui choquent. Est-ce que ça aussi, dans le discours, dans le texte, il va falloir les éviter aussi? Ou il faut adapter le discours en fonction du public? Alors, la question est déjà bien ouverte, bien posée, donc il y a les deux aspects. Les mots sont des pistolets chargés, et il faut savoir s'en servir. Et dans le sens du discours, il faut savoir qu'il y a des discours qui doivent choquer, dans un certain sens. Il y a des discours qui doivent choquer, et là, vous pouvez employer les mots qu'il faut
pour le discours en question. Il y a des discours qui sont censés émouvoir, qui sont censés aller dans le sens de plaire. Ouais, mais choquer avec la manière, parce qu'on ne se lève pas avec l'intention de dire je fais un discours pour choquer. Évidemment. Choquer avec la manière, dans le sens où il faut éveiller les consciences, par exemple. On a des sujets graves. Je vais prendre par exemple le cas des abus. Il y a des sujets, il faut marteler dessus d'une certaine manière, peut-être avec la manière, mais il faut marteler dessus parce que ce sont des choses qui sont négligées, mises de côté. Il y a des sujets graves qu'il faut régler, par exemple, et prendre les mots qu'il faut. Mais il y a aussi des sujets, des questions, par exemple, des questions de maladie, des questions qui ont attrait avec la société, le train de vie des gens, la souffrance des gens. Vous allez aller avec des mots qui vont, vous n'allez pas dire aux gens que si vous êtes, par exemple, pauvre, c'est de votre faute parce que vous ne travaillez pas. Oui, non, il faut dire que, par exemple, il faudrait vous adapter, il faudrait travailler, mais pas leur dire que vous êtes pauvre parce que vous avez refusé de travailler. Donc, il y a cet effort-là d'habiller le message en fonction aussi de l'interlocuteur, parce que c'est vraiment un jeu, c'est ma cible, à qui je m'adresse. Il y a des personnes qui peuvent prendre un message et aller analyser et comprendre. Il y a des personnes, il faut prendre du temps, il faut jouer sur les registres, il faut jouer sur la tonalité, il faut jouer sur l'empathie. Vous pouvez même prendre votre propre stress pour amener l'empathie du public. Par exemple, dire que si aujourd'hui je me trompe beaucoup, c'est parce que je suis oui, c'est vrai, c'est des formules qu'on par vous. C'est des formules que beaucoup d'orateurs utilisent. Voilà, parce que ça crée un lien entre vous et votre public. Et ça vous permet aussi de mieux passer votre message. Ils sont indulgents avec vous. Et s'ils sont indulgents avec vous, ça veut dire qu'ils sont indulgents avec votre message. Exactement. On prend note de la formule. Santa, on va revenir sur le discours en lui-même. Alors, il y a un pays qui est beaucoup plus, on va dire, intéressé par ces petits détails-là qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre évidemment en lumière sur le plateau de Génération News. En Afrique du Sud, par exemple, ils ont mis en place, de la classe de 6e, des cours sur la préparation du discours, attrait évidemment au développement personnel. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là, Santa, aujourd'hui, insérer dès le bas âge ces petites formules-là qu'on vient évidemment les mettre sur le plateau de Génération News pour avoir évidemment demain des gens qui arrivent facilement à écrire des discours qui peuvent créer de l'empathie, comme l'a souligné notre ami Nathan? J'aurais certainement une réponse assez mitigée. Allez-y, on est preneur. Merci d'avance. Est-ce qu'il faudrait... Déjà, moi, je pense que c'est une très belle initiative. Pourquoi est-ce que je le pense? Parce que je crois que l'essence d'abord du discours ou d'apprendre à écrire, à rédiger des mots, c'est pas en soi de faire, en fait, c'est pas en soi d'écrire un discours, c'est pas en soi de présenter un discours, mais c'est surtout d'être apte à véhiculer, en fait, le message qu'on a à véhiculer. C'est d'être apte à faire certaines plaidoiries, pas plaidoirie juste dans le cadre d'éloquence ou dans le cadre juridique, mais parce que nous avons tous certainement une mission. La raison pour laquelle nous allons soit à l'école ou nous nous engageons dans différents domaines de société, c'est parce que l'on veut faire valoir quelque chose. On va être amené à prendre soit certaines positions, on doit être amené d'exprimer en fait différentes choses. Donc oui, mettre en place soit une telle classe, aujourd'hui est certainement nécessaire si je me fie à ce que nous avons pu dire à la première partie. Et c'est sur quoi le docteur Alioune en fait s'est acheminé sur cette réalité-là en fait c'est ce mal en fait qui mine la génération d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pas un programme pour essayer d'accompagner, pour renforcer en fait l'équipement en soi, pour amener la jeune génération d'aujourd'hui à s'équiper davantage afin de pouvoir mieux faire valoir en fait ces compétences-là on a eu à voir les aînés manifester pleinement? Moi, je pense que ça s'inscrit dans ce sens. C'est de réellement préparer ou d'amener en soi aussi l'élève, le jeune, à commencer à réaliser davantage ce que ça impliquerait. Apprendre, comme vous l'avez dit, c'est en rapport avec le développement personnel, donc ça va l'inclure ou l'amener à « je veux être à même de pouvoir prendre la parole n'importe quand. Je veux être à même à participer à tel programme, à pouvoir, qu'importe le milieu dans lequel je me tiens, à pouvoir dire voilà ce que je pense. » Et ça a une connotation et un impact autant dans la mentalité en fait de l'enfant qui reçoit, mais dans ses engagements même. Et aujourd'hui, par exemple, dans certains domaines, il a su le dire pour certaines causes, il y a des milieux en fait qui sont plus là uniquement qu'à ça. On parle par exemple d'aujourd'hui dans certaines problématiques de la participation par exemple des femmes dans la société. Ouais. Et
on pourrait ne pas le croire, mais ce sont deux choses qui sont pleinement reliées. Elles ont besoin de ça, les jeunes ont besoin de ça. Et comme on dit, hein, docteur Alioune, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Elle est sacrée, cette jeunesse, et si on passe du temps à la sacrifier, évidemment, c'est quelque part aussi le pays qu'on mettra sur des béquilles. On va revenir justement à ce procédé lancé par nos amis sud-africains, un procédé qu'il va falloir, on ne sait pas, peut-être avoir un effet multiplicateur sur le continent. Je pense que ça, c'est une belle initiative parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue tellement vite qu'il faut essayer de mettre tous les paramètres nécessaires du côté des jeunes, en fait, pour les booster vers l'avant. Et nous sommes dans un monde où, en fait, je dirais que c'est un monde de communication, en fait. On peut avoir une tête pleine, mais si on n'a pas les outils nécessaires pour sortir ce qu'on a dans la tête, en fait, on n'est rien, on n'est absolument rien. Ouais. Et ça me permet un peu de faire une petite digression et de dire aussi que chez les personnes, surtout chez les jeunes, il y a certains qui sont introvertis de nature et d'autres qui sont extravertis. Peut-être que si on est extraverti, c'est beaucoup plus facile d'avoir ce cours-là. De s'épancher, etc. Mais quand même, pour ceux qui ont eu la malchance, pour des raisons parfois même sociales, l'éducation, le milieu, etc., et pour ceux-là qui ont la malchance d'être des gens introvertis. Donc, il me semble nécessaire qu'il faut un programme pour les accompagner, pour les assister, au moins faire l'initiation, comme le disait tantôt Nathan, afin de pouvoir les intégrer au moins dans le milieu professionnel. Ouais, parce que demain, ce sont ces jeunes-là qui vont être des grands orateurs. Allez-y, Santa. Pour revenir un peu sur les propos du docteur Alioune, personnellement, je ne pense pas que que cela se résumait au fait d'avoir été extraverti ou, par malchance, comme il dirait, d'être introverti. Moi, je ne le pense pas, parce que l'on verrait déjà, je ne pense pas que ce soit une malchance d'être introverti. Ce sont des tempéraments assez innés, en fait. Et beaucoup plus loin, pour entrer dans le vif du sujet, c'est pas sur ces points-là, en fait, que l'on peut distinguer qui a réellement besoin de ces cours-là, en développement personnel. Santa, voilà. Je suis obligé de t'interrompre, malheureusement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Santa, vous êtes diplômée en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir participé à Génération News. On remercie également Dr Alioune, vous êtes docteur en littérature spécialisée en littérature française. Merci en tout cas d'avoir participé à Génération News. Merci. On remercie également un habitué du plateau, Nathan, vous êtes étudiant en management des affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et c'est la fin de Génération News. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.